Voilà. Voilà. Metal oxide. Semi-conducteur. Ah, c'est bon. Maintenant, c'est avec la même. Alors, comment est réalisée cette capacité MOS? Elle est réalisée comme suit. Sur un semi-conducteur de type P ou bien N, on va déposer un isolant. Cet isolant, c'est SiO2. SiO2. Et sur lequel on a déposé une plaque métallique qu'on appelle gris. Et la caractéristique de ces isolants, ils possèdent une épaisseur EOX. Et ici, cette capacité-là, elle est alimentée par une tension gris qu'on appelle la tension gris. Alors, c'est très simple. Cette capacité-là, maintenant, on sait très bien qu'est-ce que c'est la capacité. Moi, c'est métal. Voilà, ça c'est métal. N. Oxyde. O. Et celui-là, c'est le semi-conducteur S. Métal, oxyde, semi-conducteur. Mais avant de parler de fonctionnement de cette capacité MOS, on va d'abord parler de quelques définitions qu'on va utiliser lors des travaux dirigés. On parle de la capacité d'oxyde. Alors, c'est quoi la capacité d'oxyde? C'est pas toujours, on parle par unité de surface. La capacité d'oxyde par unité de surface est égale à epsilon d'oxyde sur l'épaisseur d'oxyde. La tension thermique est égale à K fois T sur Q, avec K c'est la constante de Boltzmann, T c'est la température et Q c'est la charge en coulant, 1,6 de sa puissance moins 10. Le potentiel de Fermi, à quoi est égal? Ce n'est que cette tension thermique multipliée le log népérien de dopage de NP en surface sur la densité intrinsèque du semi-conducteur émis. La tension de bande plate, c'est quoi? Ce n'est que VFB0 plus VT, c'est-à-dire cette tension de Fermi à laquelle s'ajoute. Alors, on va voir très bien que cette tension de bande plate, on essaie toujours d'avoir une tension qui est nulle dans le cas idéal, mais toujours il y a des courbatures lorsqu'on dépose deux métaux l'un à côté de l'autre, il y a toujours cette courbature de bande plate. Et la tension de gris. La tension de gris dans la capacité MOS est égale à cette tension de bande plate plus le potentiel de surface moins la quantité de charge dans le semi-conducteur sur la capacité d'oxyde. Et finalement, la tension de seuil, c'est quoi? Ce n'est que cette tension de gris pour le potentiel de surface qui est égal à 2 fois le potentiel de Fermi. Donc ça, c'est quelques définitions. Lorsqu'on va travailler avec les TD lors des travaux dirigés, on va les utiliser. Alors là, c'est donc quelques définitions bien. Maintenant, on va parler des différents régimes que peut rencontrer la capacité MOS et on va commencer par ce qu'on appelle le régime d'accumulation. Alors, quand est-ce que ce régime aura lieu? Ce régime, évidemment, notre capacité MOS, elle est là. Qu'est-ce qu'on va nous appliquer? Une tension négative. Alors, la tension négative, qu'est-ce qu'elle va faire? Évidemment, ce semi-conducteur est de type P. Un semi-conducteur de type P, quels sont les porteurs majoritaires? Les porteurs majoritaires, c'est quoi?
sont les trous. Puisque les porteurs majoritaires sont les trous, lorsqu'on va appliquer une tension négative ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer les porteurs majoritaires qui sont les trous. Alors ça, ce sont les trous. Et qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Qu'il y a un cumul des porteurs majoritaires à l'interface, tout près de l'interface. Vous voyez, un nombre de porteurs majoritaires. Alors, c'est ce qu'on appelle le régime d'accumulation. Et ça, c'est la condition ça, c'est... Alors, ce régime aura lieu pour une capacité MOS dans les semi-conducteurs et les de type P lorsque la tension V de G elle est négative. Ce qu'on va avoir, on va avoir un cumul des porteurs majoritaires tout près de la surface. Il y a ce qu'on appelle le régime de bande plate. Alors, le régime de bande plate, on va essayer de faire augmenter la valeur de cette tension V de G. Elle était négative, on va essayer de l'augmenter. Lorsqu'elle va atteindre une certaine tension, qu'on appelle la tension de bande plate, on voit très bien que ici, tout près de l'interface entre le semi-conducteur et l'isolant, il n'y a aucun porteur libre. Et ça, ce qu'on appelle le régime de bande plate. Et on va voir pourquoi on l'a appelé bande plate lorsqu'on va parler de diagramme énergétique. Donc ça, c'est la condition du régime de bande plate. Il y a le troisième régime, c'est le régime de déplétion. Alors, la condition de ce régime-là, c'est quoi? Elle est là. On a commencé d'augmenter la tension V de G, mais on n'a pas dépassé la tension de seuil. Et on voit très bien que se passe-t-il à l'intérieur du semi-conducteur. Lorsque la tension VG devient positive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse tous les porteurs majoritaires qui sont les trous. Elle les pousse vers le bas et il va y avoir la formation, voilà, de ce qu'on appelle une zone de charge d'espace. De charge d'espace. Alors, cette zone de charge d'espace, elle est constituée de ce qu'on appelle les accepteurs, c'est-à-dire des ions X. Et ces ions-là, les accepteurs, et qui sont chargés négativement. Alors, la caractéristique de cette zone-là, elle possède une largeur WD, c'est-à-dire c'est cette distance-là. Alors, dans cette zone-là, il n'y a pas de charge libre, il n'y a pas ni trou ni électron. Alors, c'est pour cela qu'on appelait le régime de déplétion. Et sa condition, c'est quoi? C'est V de G inférieur à la tension de seuil et supérieur à 0. Sa caractéristique, c'est quoi? C'est une zone de charge d'espace, une largeur, cette zone a une largeur WD, et dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on a? On a une quantité de charge négative formée par des ions fixes, qu'on les appelle les accepteurs, qui sont chargés négativement. Le régime d'inversion. Maintenant, lorsque VG dépasse la tension de seuil, c'est-à-dire, la tension V de G a la possibilité maintenant d'attirer les charges libres et qui sont les électrons.
ou bien les porteurs minoritaires. Parce que ici c'est de type P. Alors les porteurs majoritaires ce sont les trous, mais ici on a les porteurs minoritaires qui sont les électrons qui sont attirés sous l'effet de la tension B de G qui est positif et qui est supérieur à la tension de C. Et dans ce cas, quelles sont les charges qu'on va avoir ici? On va avoir deux charges, charge des électrons et les charges, c'est déjà fait. Alors, on va avoir ici deux quantités de charges dans le semi-conducteur, ici, tout près de la surface, des électrons et des charges fixes avec une largeur W. Alors, finalement, tout cela va se passer lorsque VG, il varie d'une manière très lente, c'est-à-dire le régime. Tout cela va se passer ce qu'on appelle en régime statique. Alors, en régime statique, combien de régimes on a vu? On a dit il y a l'accumulation, le régime d'accumulation, bande plate, déplétion, et l'inversion. C'est ce qu'on venait de voir. Qu'est-ce que c'est régime statique? C'est-à-dire la tension VG qui varie d'une manière très lente. Et chaque régime a sa condition. Si on travaille avec un semi-conducteur de type T, alors ici j'ai le VG qui est négatif. Ici le VG il est proche de la tension bande plate. Ici c'est VG comprise entre. Évidemment, ici, pourquoi on a pris 0, c'est-à-dire c'est comme si on a pris V de bande plate est égal à 0. Mais normalement, c'est V de G comprise entre la bande plate et la tension de C. Et finalement, ici, VG, tension de C, VG. Alors, vous voyez, en régime statique, on a 4 régimes pour la capacité MOS, le régime d'accumulation, bande plate, déplétion et inversion. Et chaque régime a sa condition. Ici, on a pris la tension de bande plate, c'est nul. Et ici, on peut aussi la prendre, bande plate, nulle dans le cas idéal. Mais dans le cas réel, il y a toujours une tension très petite. Alors, ça, ce qui concerne le régime statique de la capacité MOS. Il y a un autre régime qu'on appelle régime dynamique ou bien le régime de déplétion profonde. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce régime-là? On applique une tension VG qui varie d'une manière très rapide. Et on va voir comment la capacité va se comporter sous l'effet de cette variation rapide de la tension V2. Alors, premièrement, dès l'arrivée de cette tension, ici V2G, dès l'arrivée de cette tension-là, que se passe-t-il? Avec une valeur, alors n'oublions pas que V de 1, elle est supérieure à la tension de C. C'est-à-dire, vous voyez, on va avoir ici appliqué une tension V de G qui va varier très rapidement. Elle passe d'une valeur qui est presque nulle vers une valeur V1 supérieure à la tension de C.
Alors que se passe-t-il? Il y a un premier phénomène où la capacité MOS sera en déséquilibre, c'est-à-dire que va se passer ici. Cette tension-là va pousser tous les porteurs majoritaires vers le bas. C'est-à-dire, puisque celle-ci elle est positive, elle va pousser les valeurs, ou bien les porteurs majoritaires. Alors, c'est quoi les porteurs majoritaires? Ce sont les trous. Donc, elle va agir sur les trous. Donc, elle va pousser les trous vers le bas. Donc, elle va pousser les trous vers le bas. Elle va avoir la formation d'une zone de charge d'espace, comme vous la voyez ici, qui possède une largeur importante, W. Et cette zone-là, il n'y a pas de porteur libre. Il y a seulement des accepteurs ou bien des charges fixes qui sont chargées négativement. Vous voyez? Et dans ce cas, cette capacité, elle est en déséquilibre. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit atteindre son équilibre. Pour atteindre son équilibre, que va-t-il se passer? Alors, sous l'effet de phénomène de génération, on va avoir les électrons qui étaient porteurs minoritaires, ils vont commencer à arriver en surface. Sous l'effet de la tension, évidemment, V de G qui est positive. Plus que les électrons arrivent en surface, plus que la largeur W, I, commence à chuter et elle va atteindre une largeur plus petite et on va tendre vers la fin un état d'équilibre où cet état-là est équivalent au régime d'inversion. Alors pourquoi on a parlé de ce type de régime dans la capacité MOS? Parce que ici, comme vous voyez, lorsque la capacité MOS elle est en déséquilibre, il y a la formation d'une zone de charge d'espace qui va avoir la forme d'un puits de potentiel. Dans ce puits de potentiel dans lequel on va essayer de mettre des informations sous forme de quantités de charge. Alors, ce puits-là, donc vous voyez que cette partie-là qui est en déséquilibre, elle a la forme d'un puits de potentiel. Alors, ce puits de potentiel qui sera considéré comme un bit dans lequel, ou bien un puits dans lequel on va stocker l'information sous forme de charge. Et c'est le principe qu'on va le voir plus après lors de composants CCD qu'on va comparer. Alors, c'est pour cela que le régime de déplétion profonde est très utilisé dans le domaine de l'imagerie et surtout pour les composants CCD. Alors, ces composants CCD, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent la capacité MOS en déséquilibre. Alors, lorsqu'elle est en déséquilibre, on injecte l'information sous forme de quantité de charge à l'intérieur. Et cette quantité de charge, c'est celle qui va être traitée et pour nous donner l'information sur le signal qu'on a détecté. Alors, c'est pour cela que j'ai parlé de ce régime de déplétion. Alors, le régime de déplétion, la capacité lors du régime de déplétion profonde, la capacité MOS passe par un régime de déséquilibre avant d'atteindre le régime d'équilibre et qui est similaire au régime d'inversion. Alors, ce que vous devez tenir, que lors de déséquilibre, on voit très bien que la capacité MOS possède une zone de charge d'espace qui est très large par rapport à celle-ci, et elle peut être utilisée comme un puits de potentiel dans lequel on peut injecter des quantités de charge sous forme d'information. Alors, en résumé, ça, c'est un régime dynamique. Le régime dynamique de la capacité MOS.
C'est clair? Maintenant, on va voir les diagrammes énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'un diagramme énergétique? On voit très bien ici que la capacité MOS, on l'a inversée. Donc, elle était comme ça, la capacité MOS était comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a inversé comme ça, on l'a tourné. Alors, ça c'est la grille, ça c'est l'oxyde, et ça c'est le semi-conducteur. Le diagramme énergétique dans lequel on va voir le diagramme de bande à l'intérieur des semi-conducteurs comme on dit. Évidemment, on va rappeler cela. Il y a le niveau d'énergie de conduction intrinsèque, de Fermi et de valence. Et le niveau de Fermi, il est toujours une ligne droite. Par contre, les trois autres niveaux, il y a toujours une courbure ici, vous voyez, tout près de l'interface. Alors, on va parler du régime d'accumulation, comment le diagramme énergétique est. Alors, lorsqu'on va appliquer une tension ici VG négative, on va avoir des courbures ici sur tout près de l'interface semi-conducteur et isolant. Cette tension V de G va engendrer, c'est comme si on a une quantité de charge ici. Donc ça, c'est l'axe des X, c'est-à-dire cet axe-là. C'est l'axe des X. Et on voit très bien l'origine, c'est ici. Et ça, c'est l'épaisseur d'oxyde. Voilà, donc ça, c'est l'épaisseur d'oxyde. De notre côté, dans le semi-conducteur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une quantité de charge opposée. Celle-ci, elle est négative, parce que la tension est négative. Par contre, ici, on va avoir une quantité de charge QS qui possède cette forme-là, c'est-à-dire elle est importante tout près de la surface, mais dès qu'on se déplace à l'intérieur, cette quantité de charge devient faible. Là, c'est clair. Alors, vous voyez, elle est importante. Vous le voyez ici, elle est importante, tout près de la surface, mais dès qu'on rentre dans le semi-conducteur, elle commence à chuter jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur. Évidemment, Q2 G en valeur absolue est égal à Q2 S, donc le semi-conducteur. On va voir maintenant le deuxième régime. C'est le régime de bande plate. Alors, c'est pour cela qu'on a appelé bande plate. Vous voyez ici, on a des courbures des bandes en régime d'accumulation. Pour le régime de bande plate, on a pris le cas idéal, c'est-à-dire 0. On a les bandes ici sont plates. Vous voyez. C'est-à-dire, on est en régime de bande plate, aucune tension, c'est-à-dire aucune charge, et le régime est de bande plate. Maintenant, on va parler de régime de déplacement. Alors, la tension VG que j'ai appliquée ici, c'est une tension qui est comprise entre 0 PDG, elle est inférieure à la tension de C et supérieure à 0. Alors, on voit très bien que la courbure est dans le droit sens et la quantité de charge donnée, engendrée par V de G qui est positif, va vous donner une quantité de charge qui de G.
Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur, on a seulement les quantités de charge des accepteurs et qui est donné par Q. Le cas Q de G, ce n'est que WQLP avec aussi moins, c'est-à-dire ici, on a des charges négatives par unité de distance. Alors ça, c'est le régime de déplétion. On va voir maintenant le régime d'inversion. Alors, puisqu'on augmente la tension V2G, puisque la courbure augmente des bandes ici près de l'interface, et on a la quantité de charge, elle est importante relative à la tension V2G appliquée, et à l'intérieur, on va se trouver avec deux quantités de charge. Une quantité de charge qui est due aux électrons, ça due aux électrons, et la quantité de charge due aux accepteurs. Alors, on voit très bien que le Q de G est égal en valeur absolue à la somme de cette quantité de charge des électrons plus la quantité de charge des accepteurs qui est WT fois QNP. Alors, tout cela, c'est en régime de saturation, de statique. Maintenant, en régime de déplétion profonde, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que le diagramme énergétique, il y a, lorsque à l'arrivée de la variation rapide de la tension, parce que V2G elle varie d'une manière rapide, comme ça, pour le temps. Alors, à l'arrivée de cette rapide, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'on a une dégénérescence de niveau de Fermi. On va avoir deux niveaux de Fermi à l'intérieur de semi-conducteurs. En plus de ça, il y a une courbure importante tout près de l'interface. Et dans ce cas, la capacité MOS ici, elle est en hors équilibre. Avec le temps, ces deux niveaux vont s'approcher et ils vont nous donner un seul niveau. Lorsque se rapproche, alors dans ce cas, on peut dire que la capacité MOS, elle est en équilibre ici, elle atteint le régime d'équilibre, c'est-à-dire qui est similaire au régime d'inversion. Et en général, le diagramme énergétique est le suivant. Donc on voit très bien au début, lorsqu'elle est en déséquilibre, la quantité de charge à l'intérieur est égale à QNPW, qui est égale en valeur absolue à QG, mais ici, le W ici n'est plus la même, parce que c'est W chute, c'est-à-dire devient plus petite, et la somme des charges ici à l'intérieur du semi-conducteur est égale à la quantité des électrons plus la quantité des charges fixes, qui est égale en valeur absolue à la quantité de charge relative à la tension d'énergie. Alors ça, c'est du point de vue diagramme énergétique, comment se comporte la capacité MOS à l'intérieur. Maintenant, on va voir la caractéristique, à quoi va être, lorsqu'on va modéliser la capacité MOS, à quoi elle va se ressembler. Alors, on sait très bien que par définition, la capacité est égale à la variation de la charge sur la variation de la tension appliquée. Or, on a dit ici dans cette capacité que la quantité de charge
relative à la tension appliquée V de G est égale à celle qui se trouve à l'intérieur du semi-conducteur, mais avec un signe moins. Vous le voyez ici. Or, dans les définitions, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que V de G est égal à tension à la potentiel à la surface que plus le potentiel dans l'oxyde. Alors, le potentiel dans l'oxyde est égal à moins Q, là, égal à moins Q sur Cox. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a différencié. Vous voyez, C est égal à. Donc, on a différencié. C est égal à 1 sur 1 sur Ox moins 1 sur T. Lorsqu'on va différencier ça, alors ceci, qu'est-ce qu'elle va nous donner? D de V de G. Alors, ça pose beaucoup de problèmes. D de V de G est égal D de V de S moins de Cox, évidemment, elle est constante parce que Cox, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, que Cox égale à epsilon Ox sur Ox. Alors, elle est constante. Ce qui va différencier, c'est D de S sur Cox. C'est clair? Alors, ici, on va essayer de trouver le C qui est égal à moins T de QS sur T de V. Alors, je vais remplacer T de V de G par ça. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que le C est égal à moins T de QS sur T de VS moins T de QS sur T sur Cox. Alors, avec le signe moins qui est là, on va le faire rentrer en bas et on va simplifier, diviser par ça, ça va donner cette expression. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que celle-ci, on va supposer que C de S est égal à ça. Et finalement, on va trouver que le C, que ce n'est que deux capacités en série. Voilà. C'est 1 sur C. Donc ça, ce n'est que deux capacités qui sont en série, C de Ox en série avec C de S. Et donc ça, c'est, comme vous avez pu voir, C est égal à 1 sur C Ox plus 1 sur CS. Ce n'est que deux capacités en série. Alors la capacité MOS, elle est équivalente à quoi? On va passer ici. Voilà. Donc ça, c'est l'oxyde. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici la capacité d'oxyde, elle est là. Et à l'intérieur, la capacité CS. C'est-à-dire, la capacité MOS, elle est équivalente à deux capacités en série, une qui est fixe
et l'autre qui est variable selon la tension A. Donc, on a une idée maintenant sur la capacité MOS, comment elle fonctionne.